20 ans ensemble, et ma femme me trompait et jouait à un tout autre jeu. Le test de grossesse me fixait depuis le tiroir de la table de chevet d'Émilie, tel un panneau au néon hurlant à quel point j'étais stupide. 2 lignes roses. Un miracle, avait-elle dit la semaine dernière, les larmes ruisselant sur son visage parfaitement maquillé. Après toutes ces années d'essai, Nick, ça y est enfin. Sauf que nous n'avions pas essayé. On utilisait des préservatifs comme si c'était notre religion parce qu'Émilie disait qu'elle n'était pas prête pour un autre bébé après Sophie et Mia. Et on n'avait certainement pas été assez intime ces derniers temps pour qu'une conception miraculeuse puisse se produire sous notre toit. Je suis Nick Callahan, 41 ans, PDG de Securgar System, et, apparemment, le cocu le plus cher du monde. 20 ans de mariage, et ma femme vient de me tendre un test de grossesse comme si c'était un ticket de loterie qu'on avait gagné ensemble. Le seul problème ? Je ne jouais même pas au même jeu. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Émilie, depuis son cours de yoga. Ne m'attends pas bisous bisous. Cours de yoga, à 10h du soir, un jeudi, avec son instructeur, Marcus Kent. Sans aucun doute le même Marcus qui conduisait une Porsche rouge cerise et qui donnait des cours particuliers à Émilie depuis 6 mois. Le même Marcus qui reluquait ma femme à chaque barbecue de quartier pendant que je me tenais là comme un idiot à retourner des burgers et à faire semblant de ne rien remarquer. Je me suis assis sur notre lit king size, celui dans lequel je dormais seul depuis des mois, et j'ai ri. J'ai vraiment ri. Le son a rebondi sur nos plafonds voûtés comme un coup de feu dans une église. Le mariage. L'abonnement le plus cher du monde, et j'étais apparemment en train de payer pour du contenu premium tout en recevant le forfait de base. La maison semblait différente maintenant. Notre demeure coloniale de 500 mètres carrés à Meadowbrook Estate, avec sa pelouse impeccablement entretenue et son garage pour 3 voitures, ressemblait soudainement à une prison luxueuse. Chaque photo de famille sur les murs ressemblait à une pièce à conviction dans une affaire de fraude. Chaque meuble que nous avions choisi ensemble semblait être un mensonge enveloppé dans du coton égyptien. Je suis descendu dans mon bureau à domicile et j'ai sorti un bloc-notes jaune. À l'ancienne, mais parfois les meilleurs plans commencent avec un stylo et du papier. En haut, j'ai écrit « Le plan de jeu d'Émilie ». En dessous, mes règles. Elle pensait jouer aux échecs. J'étais sur le point de renverser le plateau. 3 jours plus tard, je jouais toujours le rôle du mari dévoué. Une performance digne d'un Oscar, si je puis dire. Café au lit, massage de pieds, tout le Bataclan. Émilie a gobé ça comme un gâteau au chocolat, postant des stories Instagram sur son mari incroyable tout en envoyant des textos à quelqu'un d'autre sous la table. Tu es tellement adorable ces derniers temps, a-t-elle dit au petit déjeuner, son téléphone face cachée à côté de son smoothie bio au choucal. Qu'est-ce qui te prend ? Juste heureux pour le bébé, ai-je répondu, beurrant mes toasts avec une précision chirurgicale. 20 ans de mariage, et on continue à faire de la magie. Elle a rougi. Elle a vraiment rougi. La performance était mutuelle, apparemment. Sophie et Mia étaient assises en face de nous, nos filles de 18 et 16 ans faisant défiler leur téléphone avec l'indifférence consommée des adolescents. Elles avaient hérité des cheveux blonds d'Émilie et de mon entêtement, une combinaison qui avait rendu les dernières années particulièrement amusantes. « Papa, je peux emprunter la BMW ce soir ?» a demandé Sophie sans lever les yeux. Jessica fait une fête. « Demande à ta mère » ai-je dit automatiquement. C'est elle la coordinatrice sociale dans cette famille. Émilie rayonnait. Elle adorait être aux commandes, adorait avoir le contrôle sur chaque décision, des plans pour le dîner aux destinations de vacances. C'était une des choses qui m'avait attiré chez elle il y a 23 ans. Sa confiance, sa capacité à prendre les choses en main. Maintenant, j'avais juste l'impression de vivre avec une belle dictatrice. Mon téléphone a vibré. Tom Morrison, mon directeur des opérations et ancien détective de police, m'envoyait un texto au sujet d'une réunion avec un client. Tom était la seule personne au courant de mes soupçons, et même lui ne connaissait pas toute l'étendue de ce que j'avais découvert. Appel professionnel, ai-je dit en me levant. Tom a besoin de moi au bureau tôt. Émilie a hoché la tête distraitement, déjà de retour à son téléphone, probablement en train d'écrire à Marcus au sujet de leur prochaine séance de yoga. J'ai embrassé son front, goûtant son hydratant coûteux et ses mensonges bon marché. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi, a-t-elle murmuré, son pouce déjà en train de voler sur son écran. Au bureau, Tom m'attendait avec du café, arborant son expression sceptique habituelle. 48 ans, bâti comme un linebacker,
avec des yeux gris qui en avaient trop vu pendant ses 15 années au sein du Chicago PD. Il avait rejoint ce Kurgar il y a 5 ans quand son mariage s'était effondré, et on s'était rapproché grâce à notre appréciation commune du Bourbon et des mauvaises décisions. T'as une sale gueule, a-t-il dit en guise de salutation. Bonjour à toi aussi, rayon de soleil. J'ai fermé la porte de mon bureau et activé le générateur de bruit blanc, une habitude héritée de nos contrats gouvernementaux. Qu'est-ce que tu connais des détectives privés? Tom haussa un sourcil. Le genre qui suivent les conjoints infidèles ou celui qui retrouve les personnes disparues? Le premier genre. Putain, Nick. T'es sûr de ça? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo du test de grossesse que j'avais prise. Elle est enceinte de 3 mois. On n'a pas fait l'amour depuis 4 mois. Fais le calcul. Tom siffla doucement. Marcus, hein? C'est mon hypothèse de travail. J'étais assis derrière mon bureau, entouré de prix et de photos d'époques plus heureuses. Mais j'ai besoin de preuves. De vraies preuves. Du genre qui tiennent devant un tribunal. Tu penses divorce? Je pense à la politique de la terre brûlée. Tom resta silencieux un long moment, étudiant mon visage. Tu sais, j'ai des contacts. Des mecs qui font ce genre de boulot. Propre, professionnel. Blindé légalement. Mets ça en place, Tom. T'es sûr de vouloir t'engager dans cette voie, Nick? Une fois que tu sauras avec certitude, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai repensé à la comédie d'Emily au petit déjeuner, son rôle d'épouse aimante alors qu'elle portait l'enfant d'un autre homme. J'ai repensé à 20 ans passés à construire une vie ensemble, aux nuits blanches à travailler pour pouvoir lui offrir la maison qu'elle voulait, les voitures dont elle avait besoin, le style de vie qu'elle exigeait. J'ai pensé à nos filles, qui devraient choisir leur camp dans la guerre qui se préparait. J'ai largement dépassé le point de non-retour, ai-je dit. Maintenant, j'ai juste besoin de munitions. Ce soir-là, Emily a dit qu'elle sortait avec ses amis, soirée fille, au bar New Wine en centre-ville. Elle portait une robe noire qui mettait en valeur son ventre encore plat et des talons qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Ne m'attends pas, a-t-elle dit, se regardant dans le miroir du couloir. Tara traverse ses problèmes de divorce, alors on risque de rentrer tard. Tara Mitchell, la meilleure amie d'Emily et sa camarade princesse de banlieue. Divorcée 3 fois, en route pour son 4e mari. Elle collectionnait les pensions alimentaires comme certains collectionnent les timbres. Amuse-toi bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Plus je donnais de corde à Emily, plus elle risquait de se pendre. Après son départ, j'ai ouvert une bouteille de Macallan et me suis assis dans mon bureau, entouré de 20 ans de souvenirs. Photos de mariage, photos de vacances, clichés de nos filles grandissant dans cette maison. Tout me semblait être des preuves de la vie de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré à 23h47. Un SMS d'Emily qui semblait venir d'une chambre d'hôtel. Je dors chez Tara ce soir. Elle est vraiment bouleversée. À demain. Je t'aime. Sauf que Tara habitait dans une maison, pas dans une chambre d'hôtel avec des murs beige génériques et une moquette bon marché. J'ai versé un autre scotch et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de tout commencer à écrire. La détective privée dont Tom m'avait parlé était Janet Pierce, la cinquantaine, ex-FBI, avec cette confiance tranquille qu'on acquiert après des années passées à prendre les gens en flagrant délit de mensonge. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville de Chicago, loin des potins de Meadowbrook. Votre femme ne fait pas attention, a dit Janet, faisant glisser une enveloppe cartonnée sur la table. 3 semaines à la surveiller et elle nous a donné assez de matière pour un documentaire. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. Des photos d'Emily et Marcus au restaurant, se tenant la main dans sa Porsche, entrant et sortant d'hôtel. Les dates indiquaient une régularité. Tous les mardis et jeudis, comme sur des roulettes. Il y a plus, a dit Janet. Des notes d'hôtel, des relevés de cartes de crédit, des relevés téléphoniques. Elle utilise le compte joint pour tout payer. Soit elle est incroyablement stupide, soit elle veut se faire prendre. Emily est beaucoup de choses, mais stupide n'en fait pas partie, ai-je dit, fixant une photo d'elle embrassant Marcus sur le parking du Marriott. Elle me teste, pour voir jusqu'où elle peut aller. Eh bien, elle était allée très loin. La chronologie de la grossesse correspond au moment où ils ont commencé à coucher ensemble. Un test ADN le prouvera, mais les preuves sont assez claires. J'ai refermé l'enveloppe. Et lui? Marcus?
Marié. 2 enfants. Sa femme ne sait rien. Il raconte aux gens du club de tennis qu'il se tape la femme du PDG. Un vrai charmeur, celui-là. Marcus Kent, 44 ans. Ancien joueur de tennis universitaire qui n'a jamais percé au niveau professionnel. Maintenant, il passait ses journées à enseigner à des femmes au foyer ennuyées comment améliorer leur revers tout en améliorant leur mariage d'une autre manière. Il conduisait une Porsche en leasing, vivait dans une maison de ville en location et pensait que coucher avec ma femme était quelque chose dont il pouvait se vanter. Je veux tout, ai-je dit à Janet. Les relevés téléphoniques, les informations financières, les réseaux sociaux, tout. Et je veux des informations sur sa femme, Ava. Bien. Elle mérite de savoir ce que son mari a fait. Janet a acquiescé. Ça va devenir moche, Nick. Vous êtes prêt à ça? Le bordel, c'est mon domaine, ai-je dit. Je nettoie les problèmes de sécurité des autres depuis 15 ans. Il était temps de gérer les miens. Ce soir-là, Emily est rentrée tard, disant qu'elle était au club de lecture. Elle sentait le parfum cher et les mensonges. J'étais au lit, feignant de lire un roman de Tom Clancy, quand elle s'est glissée à côté de moi. Comment c'était, le club de lecture, ai-je demandé. Oh, tu sais. Linda a encore choisi un truc littéraire déprimant. On a passé plus de temps à parler de nos enfants que du bouquin. Elle s'améliorait à mentir. Ou peut-être que je m'améliorais à entendre la vérité en dessous. Son téléphone était face cachée sur la table de chevet, et elle n'arrêtait pas de le regarder comme si elle attendait un appel. Tout va bien, ai-je demandé. Tu as l'air distraite. Juste fatiguée. La grossesse me vide complètement. Elle a posé ma main sur son ventre, et j'ai eu l'impression de toucher une pièce à conviction sur une scène de crime. Le docteur dit que tout va bien. C'est super, chérie. J'ai tellement hâte de rencontrer notre petit miracle. Les mots avaient un goût de poison, mais Emily a souri et s'est blottie contre moi. En quelques minutes, elle dormait, son téléphone vibrant doucement avec des textos auxquels elle ne pouvait pas répondre. Je suis resté là, dans le noir, à écouter ma femme respirer, avec l'impression d'être un étranger dans ma propre vie. Demain, je commencerai la phase 2 de mon plan. Ce soir, je m'entraînerai à être la dernière personne dont Emily se moquerait. Le gala annuel de charité du Meadowbrook Tennis Club était l'événement mondain de la saison. 200 des personnes les plus riches de la banlieue, sur leurs 31, feignant de se soucier des enfants pauvres tout en colportant des ragots sur les aventures des autres. Emily préparait sa tenue depuis des semaines. « Tu es magnifique », lui ai-je dit en entrant dans la salle de bal. Et je le pensais. Elle portait une robe bleu nuit qui mettait en valeur sa silhouette sans pour autant afficher sa grossesse, ses cheveux blonds relevés en une coiffure sophistiquée. Elle ressemblait à la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 23 ans, avant que les choses ne se compliquent. « Merci, mon amour », a-t-elle dit en me serrant le bras. « Oh, regarde, il y a Tara et les filles. » Le cercle intime d'Emily était déjà près du bar. Tara Mitchell, Chloé Henderson et Lisa Park, 3 femmes qui avaient perfectionné l'art de paraître serviables tout en aiguisant leurs couteaux. Elles ont fait la bise à Emily et m'ont fait un signe de tête poli. Comme on salue un meuble utile mais pas très intéressant. « Nick, ça te dérange si on pique Emily une minute ?» a demandé Tara. « Papotage entre filles ?»« Non, pas de problème, ai-je dit. Je serai au bar si vous avez besoin de moi. » Je les ai regardés se rassembler, téléphone déjà sorti. Probablement en train de planifier leur prochaine aventure extra-conjugale. Emily a jeté un coup d'œil en arrière une fois, a souri, puis a disparu dans leur cercle de murmures. Le bar était bondé, mais j'ai aperçu Tom qui sirotait un bourbon, l'air misérable dans son smoking de location. « T'es bien propre sur toi, lui ai-je dit. »« J'ai l'impression d'être un pingouin, » a-t-il dit. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas faire de scène ce soir. »« Moi ? Je suis juste là pour soutenir les enfants et passer du temps avec ma femme. » Tom m'a jeté ce regard. Celui qui disait qu'il connaissait ce ton, juste avant que je ne fasse quelque chose d'incroyablement stupide. « Détends-toi, Nick. Je ne vais rien faire de dingue. Ce soir, c'est pour collecter des infos. » Comme si c'était écrit, Marcus Kent est apparu à l'autre bout de la pièce. On aurait dit qu'il sortait d'un catalogue de country club. Smoking impeccable, cheveux parfaitement coiffés. Cette fausse assurance que l'on acquiert en couchant avec les femmes des autres. Il draguait un groupe de femmes, dont sa propre femme,
Eva. Brune menue. Elle le regardait comme s'il avait décroché la lune. Voilà notre homme, a murmuré Tom. J'ai observé Marcus faire le tour de la salle, serrant des mains, affichant ce sourire de façade. Il était doué pour ça, le charmant prof de tennis. Le moniteur préféré de tout le monde. Quand il a vu Emily de l'autre côté de la pièce, son visage s'est illuminé comme s'il avait gagné le jackpot. « Excuse-moi », ai-je dit à Tom. « Faut que j'aille me mêler à la foule. » Je me suis frayé un chemin à travers la foule, m'arrêtant pour discuter avec des clients, des voisins. Jouant le rôle d'un homme d'affaires prospère, d'un mari dévoué. Mais en réalité, je suivais Emily et Marcus à la trace, observant leur danse prudente. Ils étaient bons. Pas de contacts évidents, pas de regards insistants. Mais je savais ce qu'il fallait chercher maintenant. Le moment est venu pendant la vente aux enchères silencieuses. Emily regardait un forfait spa quand Marcus est apparu à côté d'elle, assez près pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a ri de ce qu'il avait dit, lui a touché le bras pendant une seconde, puis s'est éloignée. Pour n'importe qui d'autre, ça ressemblait à une conversation normale. Mais j'ai vu l'étincelle entre eux. La familiarité apprise de deux personnes qui connaissaient le corps de l'autre. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné. C'était Eva Kent, la femme de Marcus, tenant un verre de vin blanc, souriant poliment. De près, elle était plus jolie que je ne le pensais. Cheveux foncés, yeux marrons intelligents. Cette élégance discrète que l'on acquiert grâce à ses origines, pas seulement grâce à l'argent. En effet, ai-je dit. Belle participation pour une bonne cause. Votre femme est ravissante ce soir, a-t-elle dit en regardant Emily. Cette couleur lui va à merveille. Merci. Vous êtes très belle vous aussi. Marcus est un homme chanceux. Quelque chose a traversé son visage, trop vite pour que je puisse le déchiffrer. Il me dit que vous vous êtes rencontrés à certaines des fêtes du quartier. Quelquefois. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. Un excellent joueur de tennis. Oui, il est très dévoué à son travail. La façon dont elle l'a dit m'a fait me demander si Eva était au courant de la double vie de son mari. Il travaille tard ces derniers temps. Cours particulier, vous savez. Je suis sûr qu'il essaie juste de se constituer une clientèle, ai-je répondu. C'est dur d'être à son compte. Oui, a-t-elle dit doucement. C'est certain. Nous sommes restés là une seconde, deux conjoints échangeant des banalités pendant que nos partenaires batifolaient à 6 mètres de nous. Je me suis surpris à bien aimer Eva Kent, ce qui rendait la suite encore pire. Bon, a-t-elle dit finalement, je devrais retourner auprès de Marcus. Il s'inquiète quand je m'éloigne trop longtemps. Bien sûr. Ravi d'avoir discuté avec toi, Nick. Elle s'est éloignée et je l'ai regardé rejoindre son mari. Il a immédiatement passé son bras autour de sa taille. Plus une revendication qu'une marque d'affection. Emily était toujours à la vente aux enchères silencieuses, maintenant en train de parler à Tara, gesticulant avec ses mains. Mon téléphone a vibré. Un texto de Janet Pierce. Colis livré à ton bureau. Tout ce que tu as demandé. La phase 2 était sur le point de commencer. Le reste de la soirée n'a été qu'un flou de conversations insignifiantes et de sourires forcés. Emily était dans son élément, rayonnant dans la pièce comme le papillon social qu'elle a toujours été. Elle m'a à peine parlé, sauf pour me présenter à des gens que je connaissais déjà ou pour me demander un autre verre. J'étais redevenu un meuble. Utile quand on avait besoin de moi, invisible sinon. Sur le chemin du retour, elle était silencieuse, fixant les lampadaires à travers la vitre. « Bonne soirée », ai-je demandé. « Mouais. On a récolté pas mal d'argent pour les enfants. Vu des gens intéressants ?» Elle s'est tournée pour me regarder, et pendant une seconde j'ai cru qu'elle allait peut-être me dire la vérité. Au lieu de cela, elle a souri et a serré ma main. « Juste le gratin habituel », a-t-elle dit. Les mêmes personnes, les mêmes conversations. Tu connais. Je connaissais. Je n'avais juste pas réalisé à quel point tout ça a été mensonger. Le colis de Janet contenait assez de saleté pour faire tomber un petit pays. Des factures d'hôtel remontant à 6 mois, des relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de textos entre Emily et Marcus, des relevés de cartes de crédit avec des déjeuners coûteux et des virées shopping. Mais la véritable bombe, c'étaient les informations issues des réseaux sociaux, des captures d'écran de messages privés entre Emily et ses amis, parlant de son aventure en détail.
Il n'en sait rien, et Émilie avait écrit à Tara il y a 3 semaines. Nick est tellement obsédé par son travail qu'il remarque à peine que j'existe. Marcus me fait me sentir vivante. À nouveau. La réponse de Tara, vas-y, ma belle. La vie est trop courte pour les maris ennuyeux. Fais juste attention. Un divorce peut mal tourner s'il découvre ton aventure. Je ne prévois pas de divorcer, Émilie avait répondu. Je compte bien avoir le beurre et l'argent du beurre. Nick est un bon pourvoyeur, mais Marcus est, disons qu'il pourvoit à d'autres choses. Il y avait des tonnes de messages comme ça, chacun enfonçant le couteau plus profondément après 20 ans de mariage. Émilie avait déballé tous les détails intimes de notre relation, nos disputes, nos problèmes d'argent, notre vie sexuelle, à ses amis comme si c'était une sorte de spectacle. J'étais la risée de blagues dont je n'avais même pas connaissance. Le pire était de lire les détails de la grossesse. Émilie savait pertinemment que ce n'était pas le mien. Elle avait suivi son cycle, savait exactement quand elle avait conçu, et ça correspondait à ce « voyage entre filles » dans le Wisconsin qui était en fait un week-end romantique avec Marcus. Test de grossesse positif, avait-elle envoyé par texto à la conversation de groupe. Ça change tout. Nick ne me quittera jamais maintenant, et Marcus va disjoncter quand je lui dirai qu'il va être papa. La réponse de Marcus, selon l'espionnage téléphonique de Janet, n'était pas exactement enthousiaste. Tu es sûr que c'est le mien? C'est le bordel, et M. Je ne peux pas gérer un bébé en ce moment. Ne t'inquiète pas, avait répondu Émilie. Nick pense que c'est son bébé miracle. On verra pour le reste plus tard. Assis dans mon bureau à minuit, entouré des preuves de la trahison de ma femme, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère. La colère était trop chaude, trop rapide. C'était autre chose. Quelque chose de calculateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Projet retour aux sources. J'ai intitulé le document en dessous. J'ai commencé à élaborer mon plan. Si Émilie voulait jouer, j'allais lui montrer à quoi ressemblait un vrai joueur. Le lendemain matin, je préparais le café quand Sophie a erré dans la cuisine, encore en pyjama et avec l'air d'avoir été écrasée par un camion. Nuit blanche, ai-je demandé. La fête de Jessica a traîné en longueur. Elle s'est effondrée sur une chaise et a posé sa tête sur la table. Maman est levée. Elle dort encore. La grossesse la fatigue. Sophie a levé la tête et m'a lancé un regard que je n'ai pas vraiment réussi à déchiffrer. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, ma chérie. Est-ce que toi et maman ça va? Je veux dire, vraiment? La question m'a déstabilisé. Sophie avait 18 ans, allait à Northwestern à la rentrée, était intelligente comme tout et 2 fois plus observatrice. J'avais été tellement occupé à cacher mon enquête à Émilie que je n'avais pas pensé à ce que nos filles pouvaient bien voir. Pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas. Vous avez juste l'air différent ces derniers temps. On dirait que vous jouez la comédie au lieu d'être vous-même. La vérité sort de la bouche des enfants. Le mariage, c'est compliqué, sauf. Parfois, les gens traversent des passes difficiles. C'est ça, ce qui se passe. Une passe difficile? J'ai regardé ma fille, vraiment regardé ma fille. Elle avait les yeux d'Émilie, mais mon menton obstiné, et là, tout de suite, elle avait l'air inquiète d'une manière qui me serrait le cœur. Quoi qu'il arrive entre Émilie et moi, Sophie et Mia allaient se retrouver prises entre deux feux. Je vous aime, ta sœur et toi, plus que tout au monde, j'ai dit. Quoi qu'il arrive, ça ne changera jamais. C'est pas vraiment une réponse, papa. C'est la seule réponse que je peux te donner pour l'instant. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, même si je savais que non. Comment pourrait-elle? Je comprenais à peine moi-même. Émilie est arrivée quelques minutes plus tard, parfaitement tirée à 4 épingles alors qu'elle disait être épuisée. Elle a embrassé Sophie sur le front et m'a serré l'épaule en passant, jouant la femme et la mère aimante tout en portant l'enfant d'un autre. Bonjour, ma belle famille, a-t-elle dit, et je me suis demandé si elle croyait même à son propre numéro. Mon téléphone a vibré et Tom m'envoyait un texto à propos d'une urgence client qui nécessitait mon attention immédiate. Timing parfait. Le devoir m'appelle, j'ai dit, en finissant mon café. Je serai sûrement en retard ce soir. Encore, a demandé Émilie, et il y avait quelque chose dans sa voix. De la déception? Du soulagement?
Tu travailles tellement ces derniers temps. Gros client, gros problème. Tu connais la chanson. Elle a hoché la tête et est retournée à son téléphone, planifiant déjà sa journée autour de mon absence, probablement en train d'envoyer un texto à Marcus à propos d'une leçon de tennis au bureau. Tom m'attendait avec d'autres mauvaises nouvelles. Ta femme devient négligente, a-t-il dit, en me tendant une tablette avec des captures d'écran de réseaux sociaux. Regarde ça. Emily avait posté des stories Instagram de son club de lecture la veille au soir, mais les balises de localisation montraient qu'elle était au Marriott du centre-ville, le même hôtel où elle rencontrait Marcus. Pire, l'une des photos montrait la main d'un homme qui attrapait un verre de vin, et j'ai reconnu la montre en argent caractéristique de Marcus. Soit elle est incroyablement stupide, soit elle veut se faire prendre, a dit Tom. Ni l'un ni l'autre. Elle me teste, elle regarde jusqu'où elle peut aller avant que je ne m'en aperçoive. Et quand tu t'en apercevras? J'ai repensé à la question de Sophie ce matin, à propos de la passe difficile qu'Emily et moi traversions soi-disant. Ma fille était assez intelligente pour sentir que quelque chose n'allait pas, mais pas assez âgée pour comprendre ce que ça voulait dire. Alors le vrai jeu commencera, j'ai dit. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Emily dans la cuisine, en train de préparer le dîner en fredonnant. Elle semblait sincèrement heureuse, ce qui rendait la situation encore pire. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, en remuant quelque chose qui sentait divinement bon. « Productive. »« La tienne ?»« Oh, tu sais. Rendez-vous de grossesse, déjeuner avec Tara. Des trucs ennuyeux. » Elle s'est retournée pour me sourire, et pendant un instant, j'ai revu la femme que j'avais épousée. Belle. Sûre d'elle. Vivante. Le docteur Morrison dit que tout a l'air parfait. On devrait pouvoir savoir le XE bientôt. Le XE du bébé de Marcus Kent qui grandit dans le corps de ma femme pendant qu'elle me ment en pleine figure sur qui est le père. C'est merveilleux, chérie, j'ai dit, en l'embrassant sur la joue et en goûtant ses mensonges. J'ai hâte de savoir si c'est un garçon ou une fille. Moi aussi, a-t-elle dit, en se retournant vers sa cuisine. J'ai l'impression que ça va être un garçon. Ne me demande pas pourquoi. Juste l'intuition d'une mère. Ou la génétique du père, ai-je pensé, mais sans le dire. Après le dîner, Emily a annoncé qu'elle allait se coucher tôt. La fatigue de la grossesse encore une fois. J'ai attendu d'entendre sa douche couler, puis je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Il était temps de commencer la phase 3 du projet Retour au foyer. J'ai commencé par la femme de Marcus. Eva Kent et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café dans un Starbucks de la ville voisine, loin des voisins curieux et des joueurs de tennis bavards de Meadowbrook. Elle avait l'air nerveuse, serrant son sac à main comme s'il la maintenait à flot et regardant autour d'elle comme si des paparazzis allaient surgir de derrière les viennoiseries. « Merci de m'avoir rencontré », j'ai dit, en m'asseyant. « Je sais que c'est gênant. »« Votre message était préoccupant », a-t-elle dit prudemment. « Vous avez mentionné Marcus. Et quelque chose que je devais savoir. » J'avais été stressé à l'idée de savoir comment aborder le sujet. Eva Kent semblait être une bonne personne, coincée dans le bordel de son mari, et je me sentais mal de ce que j'allais lui faire. Mais elle méritait la vérité. Et j'avais besoin de quelqu'un de mon côté. Je vais vous montrer certaines choses, j'ai dit, en sortant une enveloppe Kraft. Ça ne va pas être facile à voir. Je suis désolé. Son visage est devenu blanc, mais elle a hoché la tête. Montrez-moi. J'ai commencé par les photos de l'hôtel. Marcus et Emily qui entraient et sortaient ensemble, qui s'embrassaient sur les parkings, qui se tenaient la main lors de dîners chics. Le visage d'Eva a beaucoup changé. D'abord, elle était confuse, puis elle a reconnu des choses, puis elle a eu l'air blessée, et enfin, elle a eu cette colère froide qui me rappelait moi-même. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé doucement. 6 mois qu'on peut prouver. Peut-être plus. Elle regardait une photo de Marcus embrassant le cou d'Emily devant le Marriott. Il me disait qu'il bossait tard, qu'il donnait des cours particuliers à des clients exigeants. On dirait qu'il bossait, oui. Eva a ri, mais ce n'était pas drôle. Je me doutais bien qu'il se tramait quelque chose. Il est bizarre, ces temps-ci. Distrait, secret, il se braque quand je lui pose des questions sur son emploi du temps. Mais je pensais qu'il préparait une surprise pour notre anniversaire. C'est quand, votre anniversaire? Le mois prochain. 15 ans.
Elle a reposé les photos comme si elles étaient toxiques. 15 ans de mariage, et voilà ce que je récolte? On est restés assis un instant, tous les deux. Deux personnes trahies, ressentant cette douleur atroce de découvrir que la personne en qui on avait confiance nous mentait depuis des mois. Il y a autre chose, ai-je dit doucement. Ma femme est enceinte. Ava a fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'est. Parce que pourquoi se contenter d'une simple liaison quand on peut faire un bébé? Je suis désolé, Ava. Vraiment. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas toi qui te tapes mon mari. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu me veux? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je suis en train de comprendre. Eh bien, tu me diras quand tu auras compris. Parce que Marcus va découvrir que 15 ans de mariage avec la fille d'un avocat m'ont appris 2 ou 3 choses sur l'art de se venger. Eva Kent me plaisait. Elle me plaisait beaucoup. Ce soir-là, Emily se préparait pour une nouvelle soirée entre filles, cette fois dans un bar à vin qui venait d'ouvrir en centre-ville. Elle portait une robe noire qui mettait sa silhouette en valeur et des talons qui coûtaient plus cher que la voiture de certains. Tu es magnifique, ai-je dit, et je le pensais. Même en sachant ce que je savais, Emily était toujours assez belle pour faire tourner les têtes. Merci, chérie. Elle m'a embrassé sur la joue, laissant une trace de rouge à lèvres qui ressemblait à une preuve. Ne m'attends pas, Tara a des problèmes avec son mari numéro 4, alors on risque de rentrer tard. Dis bonjour à Tara de ma part, ai-je dit, sachant qu'elle serait trop occupée avec Marcus pour transmettre le message. Après son départ, je me suis versé un bourbon et j'ai appelé Tom. Alors, comment ça s'est passé avec la femme, a-t-il demandé sans attendre. Elle est partante. Apparemment, Marcus lui ment sur son emploi du temps depuis des mois. Tu crois qu'elle se tiendra tranquille pour l'instant? Elle est assez intelligente pour savoir que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et Emily? J'ai regardé par la fenêtre notre pelouse parfaite, notre garage triple, notre monument de 500 mètres carrés à la réussite bourgeoise. Emily va apprendre qu'elle n'est pas la seule à pouvoir jouer. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma femme. On s'éclate. Je t'aime. La photo la montrait avec Tara dans ce qui ressemblait à un bar bondé, toutes les deux riant de quelque chose. Mais je pouvais apercevoir le bord d'une veste d'homme sur la photo, et je connaissais le tissu. Marcus portait cette veste au gala du club de tennis. J'ai répondu par SMS, amuse-toi bien. À demain. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Si Emily voulait étaler sa liaison sur les réseaux sociaux, j'allais l'aider à raconter toute l'histoire. Le lendemain matin, Sophie m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer du café, l'air d'avoir été passé à la moulinette. Nuit difficile, papa? Je n'ai pas réussi à dormir. Trop de caféine. Elle m'a lancé ce regard, comme si elle en savait plus qu'elle ne le disait. Maman n'est pas encore levée? Elle dort encore. Soirée tardive entre filles. Oui. Les filles. Sophie s'est versé du jus d'orange et s'est assise en face de moi. Papa, je peux te dire quelque chose? Toujours. La sœur aînée de Jessica travaille dans le bar à vin où maman était censée être hier soir. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas du tout vue. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Je n'essayais pas d'espionner ou quoi que ce soit. Jessica en a juste parlé quand je lui ai posé des questions sur l'endroit. Elle a dit que sa sœur se serait souvenue d'avoir vu maman parce qu'elle n'arrête pas de dire à quel point les femmes des joueurs de tennis sont belles. J'ai reposé mon café et j'ai vraiment regardé ma fille. 18 ans, elle part à la fac à la rentrée, et elle est bien plus intelligente que je ne le pensais. Sophie? Je ne suis pas stupide, papa. Je sais qu'il se passe quelque chose. Maman se comporte bizarrement depuis des mois. Tu travailles tard tout le temps, et maintenant elle ment sur l'endroit où elle va. Elle a pris une profonde inspiration. Vous allez divorcer? La question est restée suspendue comme une bombe. Je pouvais mentir, continuer à jouer, la protéger de la vérité encore un peu. Ou je pouvais la traiter comme une adulte. Je ne sais pas, ai-je fini par dire. C'est compliqué en ce moment. À cause du bébé? Entre autres. Sophie a acquiescé comme si elle le savait. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que Mia et moi, on t'aime. Toutes les deux, ai-je dit. Mais on n'est plus des gamines, papa. On peut encaisser la vérité. Je sais que tu peux,
ma chérie. J'aimerais juste que tu n'aies pas à le faire. Elle m'a serré la main par-dessus la table. On est plus forte que tu ne le penses. On tient ça de toi. Après le départ de Sophie pour l'école, je suis resté assis dans la cuisine, entouré de 20 ans de souvenirs de famille, et quelque chose a changé en moi. Mes filles méritaient mieux que ça. Elles méritaient des parents honnêtes l'un envers l'autre et envers elles. Elles méritaient un père qui se battait pour sa famille au lieu de simplement accepter la trahison. Émilie voulait jouer? Très bien. Elle allait apprendre que moi, je jouais à un tout autre jeu depuis un moment. Il était temps de sortir les griffes. Les cours de tennis du Meadowbrook Country Club étaient bondés ce jeudi après-midi, la foule habituelle des femmes au foyer des banlieues s'acharnant sur leur revers et leur bronzage. Émilie était là, bien sûr, vêtue d'une tenue de tennis griffée qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle prenait un cours avec Marcus, mais de là où j'étais assis dans le clubhouse, ça ressemblait plus à des préliminaires avec des raquettes. Je regardais depuis 20 minutes, documentant tout avec la caméra de mon téléphone. Émilie et Marcus pensaient être discrets, mais ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec la familiarité exercée des amants. Une caresse par-ci, un commentaire chuchoté par-là, se tenant d'un peu trop près pendant les instructions. On se divertit, demanda une voix derrière moi. Je me retournai et découvris Ava Kent, impeccablement soignée, comme si elle avait passé des heures à se préparer. Elle portait une simple robe noire et des talons hauts, ses cheveux sombres tirés en un chignon strict qui hurlait qu'elle était là pour en découdre. Ava. Je ne savais pas que tu étais membre ici. Je ne le suis pas, mais ils ont une politique d'invités, et j'ai pensé qu'il était temps de visiter le lieu de travail de mon mari. Elle s'assit à côté de moi et suivit mon regard vers les cours. Ils ne sont pas très subtils, n'est-ce pas? Ils doivent penser que ce n'est plus la peine. Nous observâmes en silence Marcus ajuster la prise d'Émilie sur sa raquette, ses mains s'attardant sur les siennes plus longtemps que nécessaire. Émilie rit de quelque chose qu'il lui murmura, un son comparable à des ongles crissants sur un tableau noir. J'ai déposé une demande de divorce hier, dit Ava avec désinvolture. Mon avocat pense que j'ai un excellent dossier pour infidélité. C'est incroyable ce qu'un bon détective privé peut déterrer. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Ne le sois pas. 15 ans avec Marcus m'ont appris que certaines personnes ne méritent pas de seconde chance. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une épaisse enveloppe Kraft. Je t'ai apporté un cadeau. À l'intérieur, il y avait des documents financiers, les relevés bancaires de Marcus, les factures de cartes de crédit, les déclarations fiscales. Il dressait le portrait d'un homme vivant bien au-dessus de ses moyens, finançant son style de vie avec de l'argent provenant de sources peu claires. Il a détourné de l'argent du club de tennis, expliqua Ava. Des leçons privées payées en espèces qui n'ont jamais été déclarées. Des achats d'équipements qui ont été gonflés, des frais de location de cours qui ont atterri sur son compte personnel. Il vole depuis des années. Combien? Estimation prudente, environ 50 000 $ au cours des 3 dernières années. Assez pour que ce soit un crime. Je regardais les documents, puis de nouveau Émilie et Marcus sur le cours. Tu me donnes ça? Je le donne à quelqu'un qui pourrait savoir quoi en faire. Mon divorce sera déjà assez pénible sans ajouter des accusations criminelles. Mais si quelqu'un d'autre venait à découvrir ces informations et se sentait obligé de les signaler. Elle haussa les épaules. Ava, tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Marcus a détruit mon mariage, mais il ne va pas détruire ma vie. J'ai 2 enfants à élever, et ils méritent mieux qu'un père qui est un voleur et un adultère. Nous restâmes assises là à regarder nos conjoints se livrer à leur liaison en plein jour. 2 personnes qui avaient été trahies par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. Il y avait quelque chose de presque paisible là-dedans, le calme avant la tempête. Quel est ton plan? Demanda Ava. J'y travaille encore, mais ça va être complet. Bien. Marcus mérite tout ce qui va lui arriver. Elle se leva et lissa sa robe. Je devrais y aller. J'ai rendez-vous avec mon avocat dans 1 heure. Ava. Elle se retourna vers moi. Merci pour ça. Pour tout. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Facile? Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Nick, détruire l'homme qui a détruit mon mariage va être la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Après son départ, je restais et regardais Émilie et Marcus terminer leur leçon. Ils devenaient imprudents, se touchant ouvertement, riant comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde.
La main d'Émilie reposait sur son ventre encore plat tandis que Marcus disait quelque chose qui la fit rayonner de bonheur. Mon téléphone vibra. Un texto d'Émilie, tennis en retard. À la maison vers 6 heures. Je t'aime. Je regardais l'heure. Elle avait envoyé le message pendant que Marcus lui embrassait le cou derrière l'abri à matériel. Ce soir-là, Émilie rentra à la maison rayonnante de ce qu'elle prétendait être des endorphines liées à l'exercice. Elle bavardait de sa leçon, de l'amélioration de son revers, de la patience de Marcus en tant que professeur. Il sait vraiment comment faire ressortir le meilleur des gens, dit-elle pendant le dîner. J'ai l'impression d'enfin exploiter mon potentiel. C'est merveilleux, chérie, répondis-je, coupant mon steak avec une précision chirurgicale. C'est important d'avoir quelqu'un qui croit en toi. Sophie et Mia échangèrent des regards par-dessus la table. Ils sentaient la tension, même sans comprendre d'où elle venait. Le travail, ça a été, papa, demanda Mia, essayant clairement de changer de sujet. Journée intéressante. On est sur une nouvelle affaire d'escroquerie financière. C'est fou comme les gens croient pouvoir voler de l'argent sans se faire prendre. La fourchette d'Émilie resta suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. La criminalité en col blanc peut sembler sans victime, mais ça détruit des vies, des familles, des mariages, l'avenir d'enfants. Tout foutu en l'air parce que quelqu'un s'est cru plus malin que les autres. Ils finiront par payer, dit Émilie, mais sa voix tremblait. Oh, ils paieront. Les preuves s'accumulent contre eux. Quand ça va exploser, ça va ruiner tout ce pour quoi ils ont travaillé. Après le dîner, Émilie dit qu'elle avait besoin d'un bain. La grossesse, expliqua-t-elle. Plutôt l'épuisement, pensais-je. J'aidais Mia avec ses calculs pendant que Sophie jouait du piano. Les sons habituels de notre famille cachaient la guerre que je préparais. Mon téléphone sonna à 10 heures du soir. C'était Tom, qui appelait de sa voiture. On a un problème, dit-il, sans préambule. Quel genre de problème? Le genre où ta femme vient de rencontrer un avocat spécialisé dans les divorces. Le contact de Janet au cabinet dit qu'Émilie allègue des violences morales, une emprise financière, tout le baratin habituel de la victime. Je fermais les yeux. C'était ça. Mon mariage était fichu. C'est elle qui dépose la demande en premier? On dirait bien. Et Nick, elle demande tout. Tout? La garde exclusive, la maison, une pension alimentaire, le package complet. Elle dit que tu es un père indigne et un mari dominateur. Sur quoi elle se base? C'est ça le truc. Elle n'a pas besoin de preuves pour déposer la demande, juste des allégations. Le temps que tu prouves le contraire, l'histoire est déjà sortie. Je visualisais Émilie à l'étage dans la baignoire, probablement en train d'envoyer des textos à Marcus sur leur prochaine démarche juridique. Elle m'a manipulé. La femme aimante, la grossesse, même l'infidélité. Tout ça pour me faire passer pour le méchant quand la vérité éclaterait. Elle ne se contente pas de me tromper, dis-je doucement. Elle planifie ça depuis des mois. L'aventure, la grossesse, le divorce. C'est un jeu, un grand jeu. Qu'est-ce que tu veux faire? Je regardais autour de moi, dans mon bureau. Des photos de voyage en famille, des récompenses professionnelles. 20 ans à construire une vie, et Émilie était prête à y mettre le feu pour un joueur de tennis et un chèque. Je veux gagner, dis-je. Nick? Non, Tom. J'en ai fini de jouer les gentils. Émilie veut me détruire? Très bien. Elle va apprendre que je n'ai pas monté une entreprise de sécurité en étant un punching ball. Je raccrochai et ouvris mon ordinateur portable. Il était temps de montrer à Émilie à quoi ressemblait un vrai jeu. La cour de récréation était finie. J'ai déposé une demande de divorce à 8 heures du matin le lendemain, devançant Émilie au tribunal de 3 heures. Mon avocate, Patricia Vance, un requin en tailleur Armani qui s'occupait de mes affaires depuis des années, avait travaillé toute la nuit sur un dossier qui ferait tourner la tête d'Émilie. Infidélité, escroquerie, abandon moral. Patricia énumérait les chefs d'accusation, ses ongles impeccables. De plus, nous demandons un test ADN pour le bébé qu'elle porte. Et nous demandons une audience d'urgence en raison de ses tentatives de dissimulation d'actifs. Quels actifs? Ceux qu'elle a transférés sur des comptes sous son nom de jeune fille au cours des 2 derniers mois. Saviez-vous que votre femme a ouvert un compte courant secret et y a transféré de l'argent? Je ne le savais pas, mais je n'étais pas surpris.
Émilie a toujours été plus maligne que je ne le pensais. Combien? 47 000 $ jusqu'à présent. De l'argent de vos comptes joints, de petites sommes pour ne pas attirer l'attention. Elle planifie ça depuis un moment, Nick. La trahison était différente maintenant. Pas seulement personnelle, mais commerciale. Émilie avait mené une opération secrète contre notre mariage comme une campagne militaire. Quoi d'autre? Patricia vérifia ses notes. Elle a documenté votre emploi du temps professionnel, disant que vous êtes un père absent. Des photos de vous rentrant tard, des enregistrements de vous au téléphone pour le travail pendant les moments en famille, même des témoignages de ses amis sur votre comportement dominateur. Quel comportement dominateur? Selon sa déposition, vous surveillez ses dépenses, vous lui demandez où elle va et vous vous mettez en colère quand elle voit ses amis. Du classique en matière de violence morale. Je ris, mais ce n'était pas drôle. Elle a une liaison depuis 6 mois, et c'est moi le violent? C'est sa version. Et sans preuve du contraire, ça pourrait coller. Patricia se pencha en avant. Mais nous avons des preuves. Beaucoup. La question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Je pensais à Émilie à l'étage dans notre salle de bain, probablement en train d'envoyer des textos à Marcus sur leur prochaine rencontre. Je pensais à mes filles, qui devraient choisir leur camp dans la guerre à venir. Je pensais à 20 ans de mariage réduit à des documents juridiques et de l'argent. Jusqu'où pouvons-nous aller? Patricia sourit comme un requin sentant le sang. Laissez-moi vous montrer. L'audience d'urgence était prévue pour la semaine suivante. En attendant, Émilie et moi continuions la comédie pour les filles. Nous dînions, parlions du temps, dormions dans le même lit comme si de rien n'était. Mais en dessous, nous nous préparions tous les deux à la guerre. Émilie a déménagé mercredi. Je suis rentré du travail et je l'ai trouvée dans la cuisine avec Sophie et Mia. Elles avaient toutes l'air d'avoir pleuré. Les filles, vous pouvez nous laisser quelques minutes, ton père et moi, a demandé Émilie, la voix tremblant d'une émotion feinte. Après leur départ, elle s'est tournée vers moi, les larmes ruisselant sur son visage. Comment as-tu pu faire ça à notre famille? Faire quoi? Ne fais pas l'idiot, Nick. Les papiers du divorce, les accusations. Essayer de me ruiner devant les tribunaux. Je sais que tu es furieuse à propos du bébé, mais c'est cruel, même pour toi. Le bébé? Elle faisait encore semblant qu'il était de moi. Émilie, nous savons tous les deux à qui appartient le bébé que tu portes. C'est notre bébé. Elle a posé ses mains sur son ventre, comme pour le protéger. Je n'arrive pas à croire que tu puisses dire ça. Quel genre d'homme accuse sa femme enceinte de le tromper? Le genre d'homme qui a des factures d'hôtel et des relevés téléphoniques prouvant que sa femme se fait baiser par son prof de tennis depuis 6 mois. Les mots sont restés en suspens. Les larmes d'Émilie se sont arrêtées, net. Pendant une seconde, j'ai vu la vraie Émilie. Froide. Calculatrice. Tu m'espionnais, a-t-elle dit, très doucement. Je me protège d'une femme qui me ment depuis des mois. Je ne t'ai jamais menti. Tu m'as dit que tu étais au club de lecture. Tu étais au Marriott avec Marcus. Bar à vin? Chambre d'hôtel. Tu m'as dit que ce bébé était de toi. Tu savais qu'il était de lui. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré la photo de Janet. C'est toi en train d'embrasser un autre homme, portant son enfant. Comment tu appelles ça? Émilie a regardé la photo, puis m'a regardé à nouveau. Peut-être y avait-il du respect dans ses yeux. Tu n'es pas aussi stupide que je le pensais. Elle a ri. Et tu n'es pas aussi malin que tu le crois. Elle a vraiment ri. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, Nick. Tu crois que c'est à cause de Marcus? Une simple aventure? C'est à cause de 20 ans de mariage avec un type qui se soucie plus de ses affaires que de sa famille. Quelqu'un qui me traite comme une employée, pas comme une femme. Alors tu tombes enceinte du bébé d'un autre homme. J'ai décidé de trouver quelqu'un qui me fasse me sentir vivante. Quelqu'un qui me voit comme plus qu'un simple accessoire joli. Le bébé? Une complication, mais c'est aussi un levier. Elle s'est approchée. J'ai senti son parfum, mélangé à autre chose. Du désespoir? Tu veux la guerre, Nick? Très bien. Mais souviens-toi, je connais tous tes secrets aussi. Tes affaires, tes impôts, les clients pour lesquels tu as enfreint les règles. Si tu me détruis, je t'emmènerai avec moi. Tu me menaces?
Je te promets que ce divorce se déroulera selon mes conditions, sinon il nous détruira tous les deux. Elle est sortie, me laissant avec les débris de notre mariage. Je jouais aux dames, Émilie jouait aux échecs. Mais elle a fait une erreur. Elle pensait que j'étais le même type qui acceptait ses mensonges depuis des mois. Elle n'a pas réalisé que la découverte de la liaison m'avait changé. Quelqu'un qui joue pour gagner. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tom. Urgence au bureau. Tu dois voir ça. J'ai attrapé mes clés, je me suis dirigé vers la porte. Premier round pour Émilie, mais le combat n'était pas terminé. Il était temps de lui montrer une vraie contre-attaque. L'urgence? Marcus Kent, assis dans notre hall d'entrée comme si l'endroit lui appartenait. Uniforme de club de tennis, polo, pantalon kaki, la fausse assurance d'avoir couché avec les femmes des autres. Il s'est levé, souriant comme si je devais lui casser la gueule. Nick, content de te voir, mec. Marcus. Je ne lui ai pas tendu la main. Que puis-je faire pour toi? J'espérais qu'on puisse parler d'homme à homme, tu vois. Tom est apparu, rayonnant de menaces après 15 ans comme flic. Tu veux que je gère ça? Non, ça va. Marcus et moi allons avoir une conversation. J'ai pointé mon bureau. Après toi. Marcus a marché devant. Il était nerveux. Des auréoles de sueur sous les bras, les mains tremblantes en s'asseyant. Bien. Il devrait être nerveux. Bel endroit, a-t-il dit, en regardant mes récompenses. Émilie m'a beaucoup parlé de ton entreprise. Je suis sûr que oui. Que veux-tu, Marcus? Il s'est penché en avant, essayant d'avoir l'air sincère. Écoute, je sais que c'est bizarre. Toute cette histoire avec Émilie et moi. C'est arrivé comme ça. On n'avait rien prévu. 6 mois de chambre d'hôtel sont arrivés comme ça? Son visage a rougi. Tu sais pour ça. Je sais tout. La question est de savoir ce que tu comptes faire. C'est pour ça que je suis là. Je veux faire ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas baiser ma femme enceinte, mais on a dépassé ça. Marcus a tressailli. Le bébé. Émilie dit que ce n'est peut-être pas le mien. L'ADN ne ment pas, Marcus. Contrairement à toi et à ma femme. Écoute, je ne suis pas prêt à être père. J'ai déjà mes propres enfants, mes propres problèmes. Ava a déjà demandé le divorce, elle va me prendre tout ce que j'ai. Je me suis penché en arrière, l'étudiant. Marcus Kent, le grand séducteur, en train de supplier dans mon bureau parce que sa vie s'écroule. Presque satisfaisant. Qu'est-ce que tu me demandes exactement de faire? Je veux m'en sortir. Sortir de tout ce bordel. Émilie, le bébé, tout ça. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Je disparaîtrai, je déménagerai dans un autre état. Tout ce que tu veux. Fais juste que tout ça disparaisse. Tu veux que j'assume la responsabilité de ton enfant? Je veux que tu assumes la responsabilité de ta femme. C'est elle qui m'a couru après, Nick. C'est elle qui disait que son mariage était fini, que tu ne te souciais plus d'elle. Alors c'est de ma faute? Je dis juste que, peut-être, si tu avais fait plus attention à Émilie, rien de tout ça ne serait arrivé. Le culot était hallucinant. Il baisait ma femme depuis des mois, l'avait mise enceinte, et maintenant il me reprochait de ne pas avoir été assez attentif pour l'empêcher. Dégage, dis-je calmement. Nick, voyons. On peut s'arranger. Dégage de mon bureau avant que je ne te fasse jeter dehors. Marcus se leva, rouge de honte et de colère. Tu te crois supérieur à moi. Ton fric et ton business font de toi une espèce de saint? Émilie m'a tout raconté sur toi, Nick. À quel point tu es froid, comment tu la traites comme si elle était invisible. Au moins, moi, je lui ai donné l'impression qu'elle comptait. Tu lui as donné l'impression d'être une salope. Il y a une nuance. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Ce n'est pas fini. Émilie ne te laissera pas la détruire, et moi non plus. C'est une menace. C'est une promesse. Après son départ, Tom entra et referma la porte. Ça s'est bien passé, tout ça. Il a peur. Tant mieux. Il a intérêt. C'est quoi le plan, Nick? Parce que ce type est assez désespéré pour faire une connerie.
Je repensais à la menace de Marcus, à la promesse d'Émilie de me faire tomber, à la guerre qui dégénérait. Le plan, c'est la victoire totale, dis-je. Émilie veut me détruire? Marcus veut me menacer? Très bien. Ils allaient apprendre que je n'avais pas bâti cette entreprise en reculant devant les combats. Tu as besoin de quoi? De tout. Le moindre truc crasseux qu'on puisse trouver sur l'un comme sur l'autre. Les relevés bancaires, les posts sur les réseaux sociaux, les témoignages, tout le bordel. S'ils veulent jouer salement, on va leur montrer ce que sale veut vraiment dire. Le soir, je rentrais à la maison et trouvais Émilie dans le salon avec Sophie et Mia, blotties sur le canapé comme si elles préparaient une révolution. Quand j'entrais, elles arrêtèrent de parler. Ne vous arrêtez pas à cause de moi, dis-je. On parlait des projets d'études, dit Émilie d'un ton mielleux. Sophie est emballée par Northwestern. Sophie semblait mal à l'aise, jetant des regards entre sa mère et moi, comme si elle était prise en otage. Ce qui était le cas, bien sûr. En fait, papa, on peut se parler, demanda Sophie, en privé. Nous allâmes dans mon bureau, et Sophie ferma la porte. Elle avait l'air plus âgée, bizarrement, comme si ces dernières semaines l'avaient vieilli. Maman nous a parlé du divorce, dit-elle sans détour. Je m'en doutais. Elle a dit que tu essayais de tout lui prendre. La maison, la garde de Mia, même le bébé. C'est ce qu'elle a dit? Elle a peur, papa. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle pleurait, elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir si tu la laisses sans rien. Je regardais ma fille, je la regardais vraiment. Sophie avait toujours été la préférée d'Émilie, celle qui avait hérité de sa beauté et de ses compétences sociales. Mais elle avait aussi mon entêtement et mon sens de la justice. Sophie, ta mère et moi avons de gros problèmes à régler. Je ne peux pas tout te raconter, mais j'ai besoin que tu saches que je ne voudrais jamais te faire du mal, à toi ou à Mia. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, vous les filles, vous êtes ma priorité. Mais qu'est-ce qui va se passer pour le bébé? Maman dit que tu n'en veux même pas. Le bébé. L'atout maître d'Émilie, la vie innocente prise au piège de notre guerre. Je me demandais si Sophie connaissait la vérité, si elle avait compris ce que sa mère avait fait. La situation avec le bébé est compliquée, dis-je prudemment. Parce qu'il n'est peut-être pas de moi. La question me frappa de plein fouet. Sophie savait, d'une manière ou d'une autre elle avait compris. Sophie? Je ne suis pas idiote, papa. Je vois la façon dont maman se comporte avec Marcus au club de tennis. Je vois comment elle s'illumine quand il lui envoie un texto. Et j'ai fait le calcul de quand elle est tombée enceinte. Elle prit une inspiration tremblante. C'est Marcus le père? J'aurais pu mentir. Aurait dû, probablement. Mais Sophie avait 18 ans, elle partait à la fac dans quelques mois. Et elle méritait la vérité. On n'en sera sûr qu'avec le test ADN, mais, oui, je crois que c'est lui. Sophie ferma les yeux et s'appuya contre mon bureau. Mon Dieu, maman, comment elle a pu faire ça à notre famille? Les gens font des erreurs, ma chérie. Parfois, ces erreurs ont des conséquences. Ce n'est pas une erreur, papa. C'est une trahison. De toi, de nous, de tout ce qu'on a construit ensemble. Elle pleurait maintenant, et je la serrais dans mes bras, un moment qui ressemblait à la première vraie connexion que nous avions eue depuis des mois. Je suis désolé que tu doives vivre ça, murmurai-je. Toi et Mia, vous ne devriez pas être prises au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je ne sais pas. Mais je te promets que, quoi qu'il arrive, je me battrai pour garder notre famille unie. Les parties qui valent la peine d'être sauvées. Après le départ de Sophie, je restais assis dans mon bureau, à fixer les photos sur mon bureau. 20 ans de souvenirs de famille, tous gâchés maintenant par la trahison d'Émilie. Mais tout n'était pas ruiné. Mes filles étaient toujours à moi, valait toujours la peine de se battre. Mon téléphone vibra un texto d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Vous deux. Marcus tenait sa promesse. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il pensait que j'étais le même homme qui avait passivement accepté sa liaison pendant des mois. Il était sur le point de comprendre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Il était temps de montrer à Émilie et Marcus ce que signifiait réellement la politique de la terre brûlée. L'audience d'urgence pour la garde des enfants était prévue le vendredi matin, mais dès le jeudi soir, je savais qu'Émilie préparait quelque chose de désespéré.
Elle était constamment au téléphone, chuchotait dans les coins et quittait la maison à des heures indues. Quand je lui demandais où elle allait, elle prétendait avoir des envies de grossesse qui nécessitaient des virées immédiates dans des restaurants spécifiques de l'autre bout de la ville. J'ai besoin de taille de ce truc à Lincoln Park, qu'elle disait, en attrapant ses clés et en disparaissant pendant des heures. Elle rencontrait Marcus, planifiant leur coup final. Je le sentais venir comme un orage. L'attaque a eu lieu à 2 heures du matin. J'ai été réveillé par le bruit de verre brisé en bas, puis par les cris d'Emily. Mon premier réflexe a été de protéger ma famille. J'ai attrapé la batte de baseball dans mon placard et j'ai couru vers le bruit, le cœur battant la chamade. J'ai trouvé Emily dans la cuisine, entourée d'assiettes cassées et de chaises renversées. Elle était par terre, se tenant le ventre et pleurant. Il m'a agressé, sanglota-t-elle. Oh mon Dieu, Nick. Il m'a agressé. Le bébé? Qui t'a agressé? Où sont-ils? Partis. Ils ont fui en t'entendant arriver. Elle tendit la main vers moi, les mains tremblantes. Appelle le 112, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un problème avec le bébé. J'ai appelé le 112, mais quelque chose clochait. Les assiettes cassées étaient disposées de manière trop parfaite, comme un décor de théâtre. Les blessures d'Emily semblaient superficielles. Des égratignures qui auraient pu être auto-infligées, des bleus qui auraient pu être du maquillage. Elle n'arrêtait pas de regarder la fenêtre de la cuisine, comme si elle attendait quelqu'un. Les ambulanciers sont arrivés en premier, puis les flics. Emily? Elle pourrait gagner un Oscar pour son interprétation. Une femme enceinte terrifiée, agressée chez elle par un type bizarre. Elle a dit qu'il portait un masque, qu'il l'avait attrapé, jeté à terre et qu'il s'était enfui en m'entendant arriver. A-t-il dit quelque chose? Demanda l'officier Martinez, en griffonnant dans son carnet. Il n'arrêtait pas de dire, tu vas payer, murmura Emily. Comme s'il me connaissait, comme si c'était personnel. Je regardais Emily broder son histoire de l'autre bout de la pièce et ça m'a frappé. Ce n'était pas un hasard. C'était un coup monté. Elle se montait un dossier, prouvant à quel point les choses étaient dangereuses, que rester avec moi la mettait, elle et le bébé, en danger. À l'hôpital, les médecins ont dit qu'Emily et le bébé allaient bien. Pas de blessures réelles, pas de problème. Mais tout serait écrit, photographié et ajouté à son dossier contre moi. J'ai tellement peur, dit-elle à l'infirmière, assez fort pour que je l'entende. Et s'il revient? Et s'il fait du mal au bébé la prochaine fois? L'infirmière me jeta un regard soupçonneux. Emily plantait des graines, leur faisant croire que j'étais impliqué. Le numéro de Marie Aimant était terminé. Maintenant, j'étais le suspect numéro 1 dans l'agression de ma femme. Nous sommes rentrés à la maison à 6 heures du matin, au moment où Sophie et Mia se préparaient pour l'école. Emily les avait appelés depuis l'hôpital, leur racontant une histoire de cambriolage et d'agression qui les avait terrifiés et les avait fait s'accrocher à elle. « Maman, tu es sûre que ça va ?» demanda Mia, en examinant les égratignures bandées d'Emily. « Ça va, ma chérie. Juste secouée. Mais je ne me sens plus en sécurité ici. » Elle me regardait droit dans les yeux en disant ça. Après que les filles soient parties à l'école, Emily et moi étions seuls dans la cuisine pour ce que je savais être la dernière fois. La comédie était complètement terminée maintenant. Plus de femmes aimantes. Plus de prétention de sauver notre mariage. Malin, dis-je. La fausse agression, la visite à l'hôpital, me faire passer pour une menace pour toi et le bébé. Très malin. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, mais elle souriait. Marcus t'a aidé à mettre ça en scène, n'est-ce pas? Il a cassé les assiettes, t'a malmené juste assez pour que ça ait l'air réel, puis a disparu avant que je ne descende. Prouve-le. Je n'ai pas à le faire. Les caméras de surveillance s'en chargeront pour moi. Le sourire d'Emily vacilla. Quelle caméra de surveillance? Celle que j'ai fait installer le mois dernier. Déclenchée par le mouvement, vision nocturne. Couverture complète de la maison et du terrain. Elles ont tout enregistré, Emily. Y compris Marcus qui rôdait dans le jardin à 1h45 du matin et toi qui le laissais entrer par la porte de la cuisine. La couleur quitta son visage. Tu mens. Vraiment? Tu veux voir les images? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la vidéo. On voyait Marcus se faufiler autour de notre jardin comme un cambrioleur. On voyait Emily ouvrir la porte et le laisser entrer.
On voyait leur fausse dispute, Émilie jetant des assiettes, Marcus la poussant à terre. Doucement, prudemment, comme s'il s'était entraîné. Et on voyait Marcus s'enfuir par la porte de derrière juste avant que je ne descende. La police va être très intéressée par ça, dis-je. Déposer une fausse plainte. Fraude à l'assurance, complot. C'est de la prison ferme, Émilie. Tu ne peux pas utiliser ça. C'est de la surveillance illégale. C'est ma maison, mon système de sécurité. Parfaitement légal. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé ma femme. Vraiment regardé. C'est fini, Émilie. L'aventure, les mensonges, les jeux, tout. Elle m'a fixé longuement, et j'ai vu l'instant précis où elle a compris qu'elle avait perdu. Ses épaules se sont affaissées, sa mise en scène parfaite s'est fissurée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai revu la vraie Émilie. Pas le personnage, mais la femme que j'avais épousée il y a 20 ans. Je t'ai aimé, a-t-elle dit doucement. Au début, je t'ai vraiment aimé. Je sais. Moi aussi, je t'ai aimé. Quand est-ce qu'on a arrêté? Je ne sais pas. En cours de route, on a cessé d'être des partenaires et on a commencé à être des ennemis. Le bébé? Le bébé mérite mieux que ça. Mieux que des parents qui se font la guerre. Émilie a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, tu appelles ton avocat et on négocie un accord. Garde partagée équitable, division des biens équitable. Et plus de jeux. Et Marcus? Marcus va apprendre que ses actes ont des conséquences. Mais ce n'est plus ton problème. Elle est partie cet après-midi-là, avec une valise et un taxi pour aller chez sa sœur, à l'autre bout de la ville. Sophie et Mia étaient confuses et bouleversées, mais elles ont compris que le mariage de leurs parents était terminé. On s'est assis dans le salon ce soir-là, tous les trois, et j'ai essayé d'expliquer comment 20 ans de mariage se terminaient en paperasse juridique et en partage des biens. « Est-ce que tu vas bien, papa ?» a demandé Mia. « On va tous bien aller », j'ai dit. Et pour la première fois depuis des mois, j'y croyais vraiment. Mon téléphone a vibré. Un texto de Patricia Vance, l'avocate d'Émilie. Ils veulent négocier. Pas de procès, pas de scandale public. Elle prend la maison d'Aspen et la moitié du cash. Tu gardes l'entreprise et la garde principale. J'ai regardé autour de moi, dans notre salon, les photos de famille et les souvenirs dans chaque meuble. 20 ans de mariage réduit à une transaction financière. Mais peut-être que c'était bien ainsi. Peut-être qu'il était temps de recommencer. Et Marcus, a demandé Sophie. J'ai souri, et c'était le premier vrai sourire que j'avais eu depuis des mois. Marcus va découvrir que le karma, c'est une garce. Le lendemain matin, j'ai appelé la police et j'ai remis les images de surveillance. Marcus Kent a été arrêté au club de tennis devant tous ses clients et collègues, accusé de complot, de fausses déclarations à la police et de fraude. Les nouvelles locales ont repris l'histoire en boucle. Un prof de tennis arrêté pour une fausse agression, et le soir même, Tumi Dobruk n'en parlait que de ça. Ava, la femme de Marcus, m'a appelé ce soir-là. Merci, a-t-elle dit. Pour les preuves. Pour tout. Marcus ne sera plus un problème, ni pour toi, ni pour moi. Alors, maintenant, on fait quoi? Nouveau départ? Emmener les enfants dans un endroit nouveau? Un endroit où l'on peut construire une vie qui ne soit pas basée sur des mensonges. Ça sonne bien, j'ai dit. Et toi, sinon? C'est quoi la suite pour Nick Callahan? J'ai regardé autour de moi dans mon bureau. Des prix, des photos, autant de rappels de la vie que j'avais construite. Une partie survivrait au divorce. L'autre pas. Mais j'étais toujours debout. Toujours en train de me battre. Toujours capable de construire quelque chose de nouveau. Je vais être un meilleur père que je n'ai été un mari, j'ai dit. Et je vais m'assurer que mes filles sachent que certains combats valent la peine d'être menés, même quand on perd. Surtout dans ce cas-là. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de bourbon et je me suis assis dans mon jardin, à regarder les étoiles. Émilie était partie. Marcus était en prison. Mon mariage était terminé. Mais mes filles étaient en sécurité. Mon entreprise était toujours correcte. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Demain, je commencerai à reconstruire. Ce soir, je resterai juste assis là,
à profiter du silence. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto d'Émilie. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines conversations étaient terminées. Certains ponts étaient faits pour brûler. La guerre était finie. J'avais gagné. Mais la victoire avait un goût différent de ce que j'imaginais. Pas comme une victoire, juste, paisible. Comme rentrer à la maison après un long et pénible voyage. Sophie et Mia iraient bien. L'entreprise survivrait. Et un jour, peut-être que je trouverai quelqu'un qui comprenne que le mariage est censé être un travail d'équipe, pas un jeu. Mais pour l'instant, je me contentais de rester assis dans mon jardin, à compter les étoiles, en sachant que demain serait le premier jour de la suite.